Bonjour les amis, nous voici aujourd'hui à l'abbaye du Barroux près de Carpentras. On va passer 24 heures avec les moines. Ici, ils font du vin et on va voir le lien entre les abbayes et le monde viticole français. Histoire plus vin, je suis là. Allez, venez. Ok, donc là on vient d'arriver, on va voir la petite chambre qu'ils m'ont donnée. Wow. Ah ouais, ok. Par contre ça va pas le faire, moi j'avais demandé un truc... spa, un truc jacuzzi, là, il n'y a rien du tout. Là c'est... Ok, bon bah ça va le faire. Blague à part, évidemment, je trouve que c'est une valeur qui est très très rare de nos jours, c'est la simplicité. Et finalement, c'est des gens qui rejettent tout le matérialisme pour vivre dans la simplicité, la modestie et l'humilité. Donc bah, on va faire ça pendant 2 jours et ça va pas me faire du mal d'ailleurs. Donc voilà. Bon, on va aller voir les vignes parce que c'est quand même pour ça que je suis là. Alors là, on est dans les vignes du domaine Via Caritatis, sur un ancien site gallo-romain. Ils ont planté des vignes en terrasse. Donc c'est les moines qui s'occupent de tout ça. Et on va rejoindre Gabriel, qui est le directeur général du domaine. Allez, venez avec moi. Alors Gabriel, vous êtes le directeur général de Via Caritatis. Donc vous gérez une équipe de moines dans le vignoble, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Moi, je gère pas directement les moines, mais je gère en fait ce vignoble qui a une particularité parce qu'il est à géométrie variable, on pourrait dire. Il est en fait axé autour du vignoble monastique à proprement dit, qui est du coup lui-même cultivé par les moines et les moniales de l'abbaye du Barroux. Donc il y a 2 communautés, 2 abbayes qui gèrent ensemble un vignoble monastique. Donc là, moi, j'interviens pas dans les méthodes culturales et dans le travail monastique à proprement dit. Par contre, c'est le cœur du réacteur d'un dispositif qui est plus large, puisque, comme je vous disais, les moines ont voulu en fait renouer avec une tradition ancestrale qui était celle des vignobles d'abbaye du Moyen-Âge, qui faisait travailler au coude à coude les moines d'un vignoble avec leur environnement paysan. Donc en fait, tous les grands vignobles, vous savez que c'est les moines qui ont fait tous les grands noms du vin, tous les grands noms de la Bourgogne, mais d'ailleurs aussi. Et en fait, à chaque fois, ils travaillaient au coude à coude avec des populations locales qui travaillaient aussi la vigne, travaillaient des parcelles, etc. Et donc les moines ont renoué avec cette tradition qui était donc ancienne, mais qui permet en fait de donner aux vignerons de la région un avenir. Tout simplement parce que les moines voyaient que les terroirs ici sont magnifiques. Vous avez vu ces parcelles, on est vraiment sur des lieux très, très qualitatifs. Bah là c'est clair, en plus on a choisi une parcelle qui est en terrasse. Et là on voit qu'il y a eu vraiment du boulot pour mettre ça en ordre de bataille pour exactement, c'est vraiment comme des petits jardins en fait, c'est cultivé vraiment comme des petits jardins. C'est un travail énorme. Donc là on est planté sur Aïchala comme à l'Armitage ou Côte-Rôtie, donc c'est un travail 100% manuel qui doit être fait, donc voilà, chaque vigne est travaillée de façon individuelle. Et donc il y a un travail de haute couture que les vignerons font comme les moines, parce que les moines et les vignerons voisins partagent les mêmes terroirs, et en même temps on est dans une appellation qui est assez méconnue, où le travail donc à la fois coûte cher mais pas bien rémunéré. Et donc les moines ont voulu en fait permettre aux vignerons voisins de s'allier aux moines pour faire ensemble des grands vins sous la bannière de l'abbaye, sous le nom de Via Caritatis, donc le nom de l'abbaye du vignoble monastique, pour leur permettre de faire des grands vins et du coup d'être payés au prix juste du travail fourni. Super. Donc concrètement, les moines et les moniales font tout eux-mêmes sur leur vignoble, ils vinifient les raisins dans des petites sélections parcellaires très très pointues, et en parallèle, on accompagne les vignerons sur tout le travail qu'on appelle le travail en verre, c'est-à-dire la taille, les traitements, les dates de vendange, etc. On fait des sélections parcellaires chez les vignerons qu'on vinifie aussi séparément, et ensuite on crée nos gammes de vins, les gammes de vins Via Caritatis, en assemblant les parcellaires entre eux, comme c'est la tradition en réalité dans la vallée du Rhône. La vallée du Rhône a l'habitude d'assembler ces parcellaires comme une recette de cuisine pour élaborer, en rajoutant une touche de ci ou une touche de ça, des vins qui soient vraiment complexes et fins. D'accord. Et donc là, on est dans la vallée du Rhône. Oui.
et on est sur l'AOC Ventoux. Voilà, exactement. Bah, alors là, on voit très bien parce qu'on est bien situé pour voir un petit peu comment ça se passe. En fait, le Ventoux est notre terroir en particulier, qui est un terroir d'altitude, qui domine en fait les vignobles voisins. Donc là, on a Gigondas qui est juste derrière les dentelles. On a Vaqueras qui est dans le creux entre les dentelles et l'autre Mamelon. Là, on voit l'abbaye et à côté, la colline, c'est déjà Baume de Venise. Donc tout ça, c'est les grands crus de la vallée du Rhône Sud. Mais nous, on domine tout ça par l'altitude, puisqu'on est, les deux abbayes sont à 400 mètres d'altitude. On a des vignes qui montent jusqu'à 700 mètres d'altitude. Donc on est vraiment sur les parcelles les plus élevées. Donc là, 700 mètres, oui, là c'est... Ça fait c'est des ici, à peu terroirs. près Alors là, non, on est plutôt autour 600, de 500, 600 là. Voilà. Ah, Déjà, mais ensuite, on a des parcelles, notamment à 700 mètres, c'est celles qui sont en plus sur la face nord du Ventoux. Donc on a des terroirs exposés plutôt sud. Là, on est sur une partie sudiste, donc à la fois avec de la fraîcheur, mais des expositions assez ensoleillées. Et on a aussi toute une partie du vignoble qui est sur la face nord du Ventoux. Et c'est notamment les vignes les plus élevées, 700 mètres d'altitude, c'est des vignes en face nord. Donc avec des expositions moins intenses, beaucoup plus de fraîcheur, des sols calcaires. Donc en fait, voilà, ça apporte au vin beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'élégance, malgré un terroir sudiste et ensoleillé. Donc on a vraiment cet équilibre dans nos vins, entre des vins à la fois puissants et puis sur des cépages qu'on connaît et qu'on aime dans la région, comme le Grenache et la Syrah par exemple sur les rouges, mais avec beaucoup de finesse, d'élégance et de fraîcheur. D'accord. Bah, c'est ce qu'on a goûté hier. Là, finalement, ça donne des vins assez puissants, mais avec une fraîcheur à la fin, c'est vrai, Ouais. au final, et ça change un petit peu des fois pour des gens qui n'aiment pas le Rhône, parce que des fois ça cogne, ouais. ça cogne un petit peu. C'est vrai que là, il y avait une très très belle finesse, tout en gardant l'identité de la région, évidemment. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment la signature de nos vins, hein. C'est cette alliance de la puissance et de la gourmandise. Et ça fait des vins du coup très gourmands en fait. On est quand même sur des vins assez puissants, des vins aussi où il y a quand même de l'alcool, hein, mais on le sent pas. Et vraiment c'est la signature de l'altitude. D'accord, d'accord. C'est ça. Racontez-moi un petit peu le lien entre les moines et le vin chez Via Caritatis. Alors, les moines, en fait, comme je vous expliquais, sont des moines vignerons qui font un travail de haute couture sur leur vignoble et qui voyaient en même temps que leur vignoble était peu valorisé, parce qu'effectivement, on est dans l'appellation Ventoux, qui est une appellation très qualitative, mais en fait assez méconnue, et donc les vins se vendent pas très cher. Par contre, on a un travail de haute couture au vignoble, parce qu'on est obligé de faire beaucoup de travail à la main, etc. Et donc, les moines, en voyant ça, ont souhaité en fait mettre leur image, leur savoir-faire au service des vignerons voisins de l'appellation et de la région pour leur permettre de faire des grands vins sous la bannière de l'abbaye. D'accord. Et donc, on parlait aussi, on voit aussi qu'en Europe, ça a été vraiment l'Europe a été façonnée par ces abbayes, finalement, pendant des siècles. On parlait du fromage, mais ici, c'est le vin. Ouais. Quel lien on peut faire entre l'histoire, les monastères et l'histoire de France, notamment? Comment ça a été façonné et comment la gastronomie et les vins ont été façonnés par ces moines-là? Alors effectivement c'est passionnant, il y aurait des heures à parler. En fait le fondateur de l'abbaye du Barou a une phrase très juste, il disait « Les moines ont fait l'Europe mais ils ne l'ont pas fait exprès ». Leur aventure est d'abord une aventure intérieure, une soif d'absolu, une soif de beauté. Et avant d'être des carrefours de la civilisation et je ne sais plus comment ils donnent ça, mais donc des lieux hautement culturels et commerciaux, c'est d'abord des doigts tendus vers le ciel qui montrent en fait qu'il existe un autre monde et que ce monde n'est que le reflet d'un monde supérieur. Et donc en fait le travail a été vraiment une des composantes essentielles de la vie d'un moine, et il y a eu des milliers et des milliers de moines qui se sont succédés en France et en Europe. Et ils ont cherché en fait à rendre gloire à Dieu à travers leur travail. Et petit à petit, en fait, ils ont créé des savoir-faire. Alors effectivement, on le sait pour le fromage, pour la bière, mais c'était vrai et encore plus vrai même pour le vin, parce qu'en fait, tous les vignobles monastiques, toutes les appellations ont une origine monastique quasiment. Donc là, les moines habitent là-dedans? Alors ils habitent pas là-dedans, ils ont habité là-dedans au XIVe siècle. Parce que c'était le premier, c'était un monastère bénédictin, donc les mêmes bénédictins que ceux du Barou. C'était plus grand, hein, évidemment, là il reste que la chapelle, mais il y avait tout un complexe avec un monastère. Et en fait, ils ont quitté les lieux pour le donner au pape Clément V, le premier pape d'Avignon. Wow. Et là, on est au XIVe siècle. Alors on est en 1309 exactement. Donc c'est le moment où le premier pape d'Avignon, le pape Clément V,
décide de s'installer ici dans le comtat venessin plutôt qu'à Rome. Normalement, un pape, ça doit vivre à Rome. Mais lui, il a décidé de s'installer ici pour plusieurs raisons. D'abord, c'était la guerre à l'époque en Italie. Lui-même était français et donc il avait envie de rester près de ses terres d'origine qui étaient près de Bordeaux. Et puis, c'était l'époque du pape, c'était l'époque de Philippe le Bel et des Templiers. Et comme lui, il était évidemment le chef de l'Église, il voulait essayer de sauver la mise des Templiers, donc les défendre contre le roi de France, Philippe le Bel, qui voulait faire leur peau. Et donc, lui, il a échoué dans cette aventure, mais c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est installé ici plutôt qu'à Rome. Donc, il a fait construire ici, il a fait modifier en fait le monastère pour construire un palais d'été, et il a planté ici la première vigne papale. Donc ici, en fait, on est au cœur de Via Caritatis, on est à l'origine de Via Caritatis, mais on est aussi sur la première vigne papale plantée par le premier pape d'Avignon en 1309, avant Châteauneuf-du-Pape. C'est seulement le deuxième pape d'Avignon, Jean XXII, qui a fait construire ce qui reste du château à Châteauneuf-du-Pape, on voit encore les ruines, mais lui-même, Jean XXII, faisait venir ses bons vins d'ici, du Groseau. Donc voilà, on a une antériorité pontificale sur Châteauneuf. Oui, j'avais compris qu'il y avait une dualité. En fait, c'est plutôt que on est à l'origine. Oui. Là, vous avez une pièce apparemment exceptionnelle à me montrer. Oui, exactement. Sur le pape Clément V. Exactement. En fait, comme je vous ai expliqué, en fait, on a trouvé sur le territoire de Via Caritatis le sceau du premier pape d'Avignon, le sceau de Clément V, le même qui avait fondé à la chapelle du Groseau le premier vignoble papal. C'est un truc impressionnant. Le vrai ? Et je l'ai, le vrai. L'histoire est un truc de fou parce que c'est qu'en fait il y a un gars du coin, là, du village, qui est donc entre la chapelle du Groseau et l'abbaye du Barou, sur la commune de Malocène, qui creusait au pied de son olivier et qui a trouvé une pièce. Donc il a regardé, etc. Il est allé la faire analyser par un expert et le type lui a dit c'est le sceau du pape Clément V. Et donc il a gardé ça dans son tiroir pendant quelques mois, et un jour il est venu à l'abbaye pour acheter une bouteille de vin, et il lit l'histoire qui est écrite derrière la contre-étiquette. On raconte l'histoire du pape Clément V qui a fondé le premier vignoble papal dont Via Caritatis est l'héritier, et donc il va voir les moines et il dit mais attendez, il faut absolument que je vous montre ce que j'ai trouvé, j'ai fait une trouvaille dans mon jardin, etc. Et c'est ce sceau, donc un sceau qui date de 1309. On voit le visage du pape Clément, entouré autour d'une inscription où il y a écrit Sigillum Domini Papae, ce qui veut dire le sceau du Seigneur pape. Et c'est quoi? C'est en... Donc c'est en plomb. Ah, c'est en plomb. C'est en plomb, et en fait c'est vraiment, je sais pas si la bulle pontificale, le mot bulle pontificale vous dit quelque chose, mais en fait c'est le terme qu'on emploie encore aujourd'hui quand un pape fait une sorte de décret officiel, on appelle ça une bulle pontificale, et en latin bulla ça veut dire le sceau. Et donc en fait il a posé sur un document officiel son sceau pour qu'on puisse attester de la véracité d'un document ou d'un texte. Et en fait là ce qui est marrant, c'est comme un petit clin d'œil qui dit en fait voilà, Via Caritatis, quelque part le pape de là où il se trouve aujourd'hui, il a fait en sorte de mettre son sceau sur ce vignoble en disant c'est bien, j'atteste de la véracité de cette entreprise des moines bénédictins du Barou. C'est fou parce qu'en plus justement c'est ce pape qui a planté les premières vignes en fait dans le secteur. Exactement. Donc là il y a un lien entre l'abbaye du Barou qui est le renouveau de ce vignoble et lui, ce pape qui a fondé le premier vignoble papal en France. Ouais. C'est impressionnant. Bon, et maintenant on va directement dans la vigne voir un moine pour voir si ça bosse. Bon, il y a beaucoup de Mistral là, ça souffle. Hein. Donc vous venez des États-Unis. Oui. Et là, vous êtes aussi un des vignerons du domaine, c'est ça? Oui. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites ici? On est dans une parcelle de Cinsault. C'est un cépage qui est assez peu connu, qui est un peu plus fin, je crois. Oui. Disons que c'est connu dans la vallée du Rhône. Et donc, on m'a expliqué, de fait, j'apprends aussi moi des choses, malgré le fait que je suis là depuis 10 ans dans la vigne. Le Cinsault, il paraît que ça se rapproche un peu de Pinot Noir. Et comme
on ne peut pas faire du pinot noir dans la vallée du Rhône, là où nous sommes, parce que ce n'est pas adapté au climat, alors que le Cinsault est plus adapté. Donc ça donne un vin. Nos vins à nous, en général, avec le grenache, sont assez forts, assez concentrés. Et le Cinsault, c'est des gros raisins qui ressemblent à des raisins de table, avec un goût qui se rapproche des raisins de table. Ah, d'accord. Donc ça donne un vin qui est moins concentré, moins fort, plus fin, plus élégant. Et là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme il y a du vent, Oui, ici, un petit peu, on va s'envoler là. ici, j'espère que ça ne s'entend pas trop sur le micro. Le Mistral, c'est vraiment... moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au Mistral parce C'est que vrai. depuis 30 ans, j'ai travaillé dehors. Et j'ai commencé au jardin et au départ, le Mistral était mon grand ennemi. C'était mon ennemi numéro 1. Mais petit à petit, j'ai compris que le Mistral est très bénéfique de fait pour l'agriculture parce qu'il chasse beaucoup d'insectes nuisibles, on a besoin de beaucoup moins de traiter. Ouais. Il assèche le terrain et la vigne supporte assez bien le vent. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de relever, on appelle ça en langage technique la vigne. On a au lieu d'attacher chaque pied, on a des fils de fer qui courent le long et on va progressivement les monter justement pour protéger la vigne contre le vent qui vient comme ça, pour éviter que ça casse les branches. Et plus tard, quand ça va pousser un petit peu, on va les attacher plus haut. Le Mistral, moi, je m'y fais pas du tout. Hein. Franchement, là, même dans 10 ans, je m'y ferai pas. Franchement, je sais pas si ça se voit, mais ça souffle. Hein. Franchement. Et là, ça va mieux quand même après 10 ans dans les vignes C'est-à-dire, c'est toujours un peu pénible. Ça quand vous le a Mistral décoiffé souffle. aussi? En plein hiver, on est dehors en train de tailler. Ouais. Il fait 3 degrés et vous avez un Mistral qui peut souffler à 80. C'est sûr que c'est vraiment... Mais il y a quand même une chose psychologique que j'ai fini par comprendre. Ça amène le beau temps. Alors qu'à Toulouse, ça amène les nuages et ça rend les gens fous. Parce que non seulement vous avez du vent, mais en plus ça amène les nuages et ça rend les gens fous. D'accord. À tel point que la police, quand il paraît quand il y a des crimes, il dit oh, et il y avait le vent d'autant, donc c'est pas grave. On va pas le taux on va pas d'homicide l'embêter. est corrélé au Mistral. Alors qu'ici, on peut toujours se dire finalement, pas tout de suite, mais en général, ça chasse les ça nuages. amène du beau temps. Ça amène le beau temps. Ouais. Bah ça souffle en tout cas. Waouh. Bon, et ils sont motorisés, hein. Regardez-moi ça, le petit tracteur. Mais apparemment, là, on a des petits soucis techniques. Donc, le père mécano, mon père, Oui, où êtes-vous? sous le tracteur. Qu'est-ce que vous faites? Je remets des pièces, j'ai des couteaux qui ont cassé au travail. Là, on a dû prendre des cailloux, des choses comme ça. C'est un peu la région, il pousse plus de cailloux que de vignes ici. Et vous savez aussi faire la mécanique? On n'a pas le choix en fait. Si on est au travail et qu'on est en panne et qu'on ne peut plus travailler et qu'il faut attendre qu'un mécano vienne, on sait faire les choses essentielles pour pouvoir bosser, se dépanner sur place. Après quand c'est des grosses pannes, on est obligé de passer, faire venir un mécano, mais pour tout ce qui est entretien, tout ça, il faut arriver à se débrouiller. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça a cassé? Donc les couteaux, je sais pas pourquoi, j'ai 2 couteaux qui ont cassé, ils ont cassé sur une parcelle où j'ai pas de pierre. Donc maintenant il faut arriver à remettre, j'ai des pièces d'avance dans le tracteur pour pouvoir dépanner. Ok. Mais il faut arriver maintenant à serrer ça. Le père MacGyver. Oh, pas tout à fait, mais... On y retourne. 1, 2. Ah là, je suis en train d'en baver. Je vais rester poli. Vous êtes en train de ripailler? Non. C'est RIP là, juste. C'est ce qu'on appelle le péché mignon chez nous. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui adorent ça. Ah putain. Bon, ça c'est des trucs au moins je m'en souviendrai. Ah ouais, bah pareil. Ouais.
Bon, on va laisser travailler tranquillement le frère mécano. Il a du pas sur la planche comme vous le voyez. Et nous, bah, on se rend à la cave parce qu'il faut quand même qu'on aille déguster le vin. Allez, on se retrouve là-bas. Bon Gabriel, on va à la boutique alors, parce que vous vendez plein de produits de l'abbaye. Oui, alors en fait, comme dans tous les magasins monastiques, en fait, les moines vendent des produits d'autres abbayes. Mais en fait, les produits principaux qui sont produits par les moines du Barou sont évidemment mis en avant. Donc ça, tout ça, c'est les recettes du frère boulanger. Donc il y a les nougats, évidemment. Des nougats produits par les moines. On a des pains d'épices, des gâteaux aux amandes, des croque-moines, des croquets aux amandes. Donc c'est pas juste pour faire le pain quoi. Non, il n'y a pas que le pain, ils font pas mal de choses. Et les hosties aussi ou pas? Alors non, les hosties c'est une spécialité, ça c'est d'autres monastères qui sont spécialisés dans la fabrication d'hosties. D'accord. Donc il y a les brioches aussi, et ensuite il y a toute une variété de pains différents, donc il y a 6 ou 7 sortes de pains différents. Les vins. Donc il y a les vins, il y a donc la gamme Vox avec tous nos entrées de gamme qui sont plutôt des vins sur la fraîcheur avec donc le Vox rouge, le Vox rosé, le Vox blanc, le Chardonnay qui est un blanc aussi, qui est plutôt dans cette gamme un peu fraîcheur, etc. Et puis il y a la gamme Pax, donc là qui est le rouge milieu de gamme pour des accords mets et vins, qui est vraiment le compagnon idéal des viandes rouges. Et puis ensuite il y a la gamme Lux avec les étiquettes noires qui sont des vins plutôt de gastronomie avec un blanc, un rouge et un rosé gastronomique en bouteille fumée. Et au sommet de la pyramide, au sommet de tout ça, il y a les parcellaires abbayes, qui sont donc les vins 100% monastiques. Et donc même de l'huile d'olive? Ouais, donc ça c'est aussi une des productions de l'abbaye. Ils font 3 sortes d'huile. Il y a l'huile verte, qui est l'huile ardente, donc qui est une huile assez relevée, qui plaît beaucoup, qui est l'huile principale, quoi, on va dire, la production principale. Ils ont aussi une huile, ce qu'ils appellent la rouge ou la Joyo. Donc c'est une huile beaucoup plus douce parce qu'elle est faite aussi avec une autre olive qui s'appelle la tanche. Là c'est fait avec la verdale de Carpentras. Et puis ils ont l'huile d'olive à l'ancienne. Et en fait ce qui est marrant c'est que en fait, les moines quand ils sont mis à travailler à faire leur huile, les paysans du coin sont venus les voir et leur ont dit mais attendez, ça c'est pas de l'huile et tout, nous on reconnaît pas l'huile, etc. Et les moines ils ont dit ok, on va vous faire goûter un truc. Et puis quelques jours après ils leur ont ramené un truc, ils ont goûté, ils ont dit ah ça c'est de l'huile. Et en fait, ils n'avaient pas compris ce que c'était, mais ce qui se passe, c'est que les moines, pour leur faire goûter ça, ils avaient fait macérer, en fait, fermenter un petit peu des huiles, des olives pardon, dans des palox pendant quelques jours, et ensuite ils l'ont pressé. Et en fait, le fait que ça ait un petit peu fermenté, c'est ça qui donne ce goût à l'ancienne. D'accord, ok. Validé par les anciens alors. Donc c'est, encore une fois, c'est le goût du beau, parce qu'il y a le symbole, il y a le produit qui est qualitatif dedans. Et c'est des produits qui plaisent finalement parce que ce qu'il y a dedans c'est bon et le packaging de nos jours est très important. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder ça, c'est qu'il faut vendre des beaux produits. C'est un peu un gros mot de parler de communication, mais quand on voit des beaux produits comme ça, ça peut être un cadeau, ça peut être... on sait qu'on va avoir quelque chose de bon et de beau sur la table et ça c'est très important. Le goût du beau, que ce soit pour l'esthétique d'un bâtiment ou pour des bons produits comme ça. Ce que disent les moines, et j'aime bien quand ils parlent des vins, ils disent qu'il faut que les gens, dès qu'il y ait la bouteille posée sur la table, ils aient déjà le plaisir de voir la bouteille. Ah, oui. Et qu'en fait, rien qu'à voir la bouteille, ils soient déjà comblés. Et en fait, il faut que l'intérieur soit beau, mais effectivement, l'extérieur aussi doit l'être pareillement. Bien sûr. Alors on est passé à la dégustation, merci, on est passé à la dégustation de quelques bouteilles, donc on a vu pas mal de choses parce que ils ont des blancs, ils ont des rosés, ils ont une belle palette aussi de rouge, et donc il y a différentes gammes. La première c'est Vox, donc à chaque fois des noms latins évidemment en lien avec la Bible, avec voilà, la c'est tradition ça, chrétienne. la tradition chrétienne, donc avec Vox, la première, La voix, Pax, la voix, la paix, et Lux, la lumière. Et ensuite les parcellaires abbayes, qui sont les cuvées seulement les moines et les moniales ensemble, sans les vignerons. Et ça, on les appelle abbayes, tout simplement. Oui, voilà, parce qu'il y a toutes les autres, donc avec Toutes les autres, vignerons autour. les moines et les vignerons Et, ensemble, comme on le voit sur la contre-étiquette. Ouais. On voit le moine avec le vigneron. Et sur les abbayes, sur les parcellaires abbayes, sur la contre-étiquette, on voit le moine et la moniale, qui signale que seuls les vignobles monastiques sont en jeu dans cette bouteille. Évidemment, avec modération. Mais en même temps, en reconnaissant qu'une vie sans le vin, ce n'est pas une vie, comme le dit le livre de Ben Sira dans la Bible.
D'accord. et que le vin a été créé par Dieu pour la joie de l'homme. Donc. Avec modération, mais quand même Mais quand même. pour trouver la joie. Mais quand même. Okay. Le Mistral se lève. On a pu voir énormément de choses évidemment en quelques heures. Le côté évidemment de l'hospitalité, la simplicité, la modestie, c'était vraiment très intéressant à voir évidemment dans notre époque. Et on peut voir que finalement avec des valeurs anciennes et une exigence au service de la modernité pour faire un excellent vin, on a le côté sublime en fait de l'exigence à la française, notamment pour le vignoble. Voilà, je vous laisse avec ce magnifique paysage. Abonnez-vous évidemment pour d'autres aventures et puis à bientôt.